Nous sommes ravis de tous vous compter parmi nous ce soir. Je tenais, avant de commencer la petite réunion publique, remercier tous les militants qui se sont engagés, qui se sont impliqués dans l'organisation. C'était une réunion publique, sans eux, n'aurait pas pu avoir lieu. Mais c'est petit applaudissement, ils le méritent. Au nom de la LFI, je voulais remercier aussi tous nos partenaires de la NUPES qui ont répondu présents aujourd'hui, à qui vont prendre la parole un tour chacun. Et enfin, un grand merci à Hendrik, qui s'est rendu disponible toute la semaine d'ailleurs. Ça a été du boulot, malgré les combats dans l'hémicycle qui vont commencer, qui vont être assez compliqués, mais on compte sur lui et on a confiance en lui pour nous représenter. Je vais laisser la parole à Céline. Je me suis assez trompé sur son prénom pour aujourd'hui, pas faire de faute. Qui va intervenir pour Génération S. Je vais vous la présenter rapidement. Militante de la première heure sur Apt. Elle a été dans l'associatif dans un premier temps. Et elle a participé activement, ce que je trouve très, très beau, à créer un accueil pour les SDF sur Apt. Ça, c'est franchement un chapeau à toi. Voilà. Donc, Céline. Deux micros. Ah. Donc, bonsoir. Donc, c'est toujours compliqué de commencer. Donc, alors déjà, je vais retourner les remerciements au nom de Génération S Vaucluse. Merci de l'invitation, merci de l'accueil. Je m'associe à tous les copains de Génération pour vous remercier de nous avoir passé le micro. Voilà, donc on va attaquer. Donc ce soir, on est là pour parler des retraites et pour vous dire que nous aussi, on veut sauver le système de retraite, mais pas celui qui est proposé par le gouvernement. En fait, quand j'étais candidate, on m'a demandé pourquoi je me présentais, et j'avais répondu parce que j'étais en colère et que cette société, elle me convenait pas. Alors aujourd'hui, la réforme de retraite qui est proposée par le gouvernement, elle vient confirmer ma colère. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est un modèle de société. Il y a deux conceptions concurrentes de ce qu'est la retraite. Dans une perspective libérale, c'est la retraite, c'est du revenu différé. Toute leur vie, les salariés consacrent une part de leur salaire aux cotisations retraite. Et quand ils sont trop vieux pour travailler, ils touchent alors une pension qui dépend de ce qu'ils ont cotisé au cours de leur vie et qui leur permet de bénéficier de repos et de loisirs avant de mourir. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Envisager la retraite comme la continuation du salaire tout au long de la vie. Une manière où la collectivité décide de se cotiser pour que tous les travailleurs, à un moment de leur vie, puissent bénéficier d'un temps libéré. Et alors, à Génération, le temps libéré, on y tient beaucoup. Et à la NUPES aussi, mais ça fait partie. Voilà. Donc, les personnes continuent. L'idée, c'est que les personnes continuent à percevoir leur salaire, qui leur permet de décider eux-mêmes de quelle manière ils veulent être utiles, contribuer, exister au sein de la société. En France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le second modèle qui s'impose. Et ça a des conséquences très concrètes et pas pratiques. C'est pour ça qu'on a décidé de calculer le montant des pensions sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires et les 10 meilleures années pour les salariés. C'est pour qu'ils puissent bénéficier, c'est pour que les retraites soient une continuation de leurs meilleures années, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, on a décidé de passer l'âge de la retraite à 60 ans pour que les travailleurs et les travailleuses disposent d'un temps libéré toujours plus grand. Pour la société, les conséquences sont très concrètes aussi. C'est grâce à ça, par exemple, que la France bénéficie d'un tel tissu associatif. Un tiers des retraités sont dans une ou plusieurs associations. C'est aussi une conséquence sur nos vies familiales en France. Les grands-parents assurent 23 millions d'heures de garde d'enfants par semaine, c'est-à-dire autant que les assistantes maternelles. Les réformes des retraites qui se sont succédées depuis les années 90 ont visé à détricoter cette conception initiale de la retraite en exigeant que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui, en travaillant davantage, équilibrent à eux seuls les déficits du système. Le gouvernement assume et affirme sa conception des retraites comme un revenu différé, et tant pis pour les travailleurs et les travailleuses, tant pis si vous êtes malade, abîmé ou trop fatigué pour utiliser votre temps comme vous l'auriez voulu.
La réforme du gouvernement n'a rien de pragmatique. Elle est idéologique. Elle prône une certaine vision, en l'occurrence une vision libérale de la société. Et à la NUPES, on n'en veut pas de cette vision. Nous considérons que cette réforme est injuste, que la question sociale impacte nos vies, à tous et toutes, et surtout celle des plus modestes, celle des femmes, celle des personnes qui ont eu des carrières hachées. Les premières victimes de cette réforme seront les personnes discriminées dans le travail. Cette réforme ne va qu'augmenter le nombre de retraités précaires et augmenter le chômage des jeunes. En Vaucluse, ici, plus qu'ailleurs, la réforme des retraites va percuter de plein fouet une grande partie de la population. Parce qu'ici, en Vaucluse, le taux de pauvreté est de 20%. Le Vaucluse est le 5e département le plus pauvre de France, 14 au niveau national, et le plus pauvre de PACA. Ça veut dire que 20% des Vauclusiens vivent avec un revenu en dessous de 1 263 €. Le taux de chômage en Vaucluse est de 10,5%, pareil, au-dessus de la moyenne. Le niveau de vie médian est le plus bas de la région. Donc c'est une réforme qui va toucher tout ce public-là. C'est une réforme comptable. En quelque sorte, c'est une loi de finances. Alors, écoutons l'Oxfam, selon qui taxer seulement 2% les milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu des retraites. Mais on en saura un peu plus avec Monsieur Aubert, à pas confondre avec celui qui a été battu. Monsieur Fabrice. Et oui, mais comme je me rappelais plus du prénom, j'ai dit Monsieur Aubert, mais Fabrice Aubert. Voilà. Voilà, et pour finir, 73% des Français sont opposés à cette réforme. Alors pour moi, il faut respecter la volonté populaire, les écouter. Nous demandons le retrait de la réforme, ça suffit, c'est toujours les mêmes qui payent. Monsieur le député, soyez notre porte-voix et sachez que quand vous serez dans l'hémicycle, on sera avec vous. Merci à Céline pour son intervention, qu'on partage tous et toutes. Je vais donner la parole à Olivier Dumont, camarade d'ELV sur Carpentras, qui est impliqué dans quasiment toutes les luttes locales et départementales. C'est un peu son bébé, ça. Merci. Bonsoir à tous. Merci aux Insoumis d'avoir choisi Carpentras pour faire cette soirée. Carpentras, un petit village qui résiste dans un paysage un peu trop extrême droite à notre goût. Donc c'est vraiment important tous ces moments et que vous soyez là et que vous nous souteniez là-dedans. Ce soir, on est là pour les retraites. J'avais écrit plein de textes. J'avais une pile comme ça. Donc à un moment, je me dis, il faut que j'arrête parce que notre député ne va plus avoir le temps de parler. Donc j'ai tout laissé. Je me suis dit, on va rester sur des choses simples. De toute façon, il va y avoir un débat. On va pouvoir échanger. Je pense que le plus important, c'est le côté injuste de cette Xème réforme sur les retraites. On a créé quelque chose d'unique au monde, je pense. Là, je ne suis pas expert, mais je ne vois pas d'autres exemples dans le monde. On a prouvé pendant 80 ans que oui, on pouvait vivre autrement que se lever tôt, se coucher tard, travailler toute la semaine, travailler jusqu'à la mort, produire et surtout, entre midi et 2, si on a encore le temps, consommer, et si on n'a plus le temps, se connecter à Google pour consommer. Oui, on peut espérer autre chose pour nous et pour nos enfants. La retraite, c'est un moment clé où on sait très bien que s'ils arrivent à abattre ça, parce que en tant qu'écologiste, je suis dans les logiques d'écosystème, on sait très bien que la retraite, si on la bat, c'est tout un système derrière qu'ils arrivent à faire écrouler. Quelque chose pour lequel on lutte depuis si longtemps pour pouvoir dire à nos enfants, tu auras une vie plus agréable que moi, il n'y a aucune raison que ta vie soit plus dure que la mienne. On a développé énormément de choses, on fait un gaspillage. Quand on parle, nous, de décroissance, c'est la décroissance du gaspillage dont on parle chez les écolos. C'est-à-dire qu'à un moment, on a aujourd'hui des personnes qui... on a en France, on arrive dans un système qui est de plus en plus injuste, à créer l'homme le plus riche du monde, à avoir 9 millions de personnes qui sont dans la pauvreté en France, à jeter chacun d'entre nous, tous les jours sur l'année, de quoi nourrir 10 millions de personnes. Donc on a des chiffres comme ça qui sont incohérents. Et je ne parle même pas de tous les autres gaspillages qu'il y a avant chez nos producteurs qui ne peuvent pas présenter certains fruits et légumes qu'ils produisent parce qu'ils ne sont pas assez beaux pour être vendus.
Mais ils peuvent être pleins de pesticides et avoir aucun goût, il n'y a aucun problème. Donc, on veut une autre société. Cette retraite, on ne doit pas laisser passer cette réforme. On en a laissé passer beaucoup trop dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où le débat en France, les gens commencent à suffisamment comprendre que ce n'est absolument pas un problème d'argent, c'est un problème de choix de société, c'est un problème de où est-ce qu'on met notre argent et où est-ce qu'on le prend. Donc aujourd'hui, oui, on sait que la retraite, ça coûte, et on sait aussi tout ce que ça apporte et tout ce que ça montre au monde en disant « Regardez, on peut vivre autrement ». Et c'est aussi pour ça qu'il faut nous abattre. Parce qu'on est à peu près les seuls en Europe et partout à montrer depuis 80 ans, moi quand je voyage, j'ai travaillé à l'étranger pendant des années et tout le monde vient vous voir en disant les Français, vous êtes des feignants, vous travaillez pas, vous faites rien. Je dis écoutez, on se débrouille plutôt pas trop mal, hein, on est un pays qui tourne bien, on a des belles infrastructures, donc on est productif, tout ça. Donc, en fait, le problème n'est pas il faut que vous travailliez jusqu'à la mort. Ça, c'est un mythe qu'on fait croire aux gens. On a prouvé l'inverse. On a prouvé que la richesse d'un pays, c'est pas de produire plus qu'elle n'a besoin, c'est de produire suffisamment pour que les gens soient heureux. Donc, on ne doit pas laisser ça s'abattre. Je pense qu'il y a beaucoup plus que cette réforme de retraite derrière. Donc, c'est pourquoi on est tous unis. On est tous ici ce soir et on fera tout ce qu'il faut pour continuer à expliquer aux gens qui commencent à très bien comprendre que c'est tout de même un choix de société et pas du tout un choix financier. Enfin, de besoins budgétaires en tout cas. On doit continuer tous ensemble en sortant d'ici à expliquer à tout le monde, lutter, refuser cette réforme parce que sinon derrière, c'est tout qui va s'écrouler et vous ne pourrez plus rien faire. Enfin, j'espère qu'on peut toujours faire quelque chose. Mais voilà. Merci, bonne soirée. Bravo. Donc la prochaine intervenante ne font pas partie officiellement de la NUPES, mais elle a été un soutien de la première heure pendant les législatives où elle a affiché son souhait de voir les candidats NUPES à l'Assemblée nationale. Voilà, donc je vais laisser la parole à Claudine du NPA. Bonsoir à toutes et tous. Alors, j'aurais bien voulu un pied pour le micro parce que vous allez voir, si je continue comme ça, je vais être prise de tremblement. Merci. Merci aux camarades de l'AFI, de la NUPES d'avoir organisé cette réunion à Carpentras. C'est encore mieux. Je soutiens ce que dit le camarade d'Europe Écologie Les Verts. Face à la montée de l'extrême droite dans notre ville et dans les communes alentours, il est important de se réunir ce soir et de débattre ensemble comment on peut dépasser ces politiques autoritaires. Donc beaucoup de choses vont être dites ce soir pour expliquer combien cette contre-réforme est injuste et combien le gouvernement et ses alliés nous enfument avec des arguments qui en fait n'en sont pas. Macron et Borne nous ont déclaré la guerre, et bien cette guerre, tous et toutes ensemble, on va la gagner. Pour le NPA, le départ à la retraite, c'est à 67... Non, pas à 67 ans, ça commence... C'est le premier scoop de la soirée. Non, le NPA revendique un départ à la retraite à 60 ans, après 37 ans et demi d'activité. Et pas plus, parce que nous, ce qu'on veut pour toutes et tous, c'est partir en retraite en bonne santé. Il n'est pas question de travailler plus longtemps sous prétexte d'un déficit qui n'existe pas. Le corps le dit lui-même, notre système est pérenne et pour longtemps. Comme la récente réforme de l'assurance chômage, mais aussi le projet de loi Darmanin sur l'immigration, la contre-réforme des retraites s'inscrit dans une logique globale, celle des capitalistes qui veulent nous faire payer la crise économique pour garder et même encore augmenter plus leurs profits. Il s'agit pour eux d'imposer à la majorité de la population d'être à la disposition des entreprises sous la pression du marché. L'offensive des classes dominantes se déroule un peu partout dans le monde par des offensives impérialistes comme en Ukraine, par des offensives autoritaires de l'extrême droite aux États-Unis, au Brésil et en France, avec l'attentat qui a visé la communauté kurde le 23 décembre.
Face à ces offensives réactionnaires et autoritaires, des mobilisations populaires massives représentent un espoir pour changer l'avenir des peuples, que ce soit en Iran, en Algérie ou Maroc, ou en Palestine ou encore ailleurs. Le NPA affirme sa solidarité avec les peuples en lutte contre toutes les formes d'oppression. En France, pour en revenir ici, cette contre-réforme peut servir de déclencheur pour porter l'ensemble de nos colères, et elles sont nombreuses. Des prix qui explosent, des salaires et des revenus trop bas, des conditions de travail qui se dégradent, des services publics qui se décomposent, à commencer par celui de la santé. Et on pourrait parler aussi, dans le Vaucluse, du logement social qui vient être donné pratiquement gratuitement, le logement social public à une société privée. C'est ça le capitalisme. Les journées de manifestation, de grève et de mobilisation intersyndicale sont essentielles. Le travail parlementaire joue un rôle également essentiel. Mais pour gagner, il nous faut construire une grève reconductible, dans la durée, et des manifestations de masse afin de bloquer le pays. C'est le seul moyen de gagner. Faire sauter cette réforme, la mettre à sa place, c'est-à-dire à la poubelle. Il faut se débarrasser de ce gouvernement au service des plus riches. Pour ça, il faut s'organiser, organiser la riposte par en bas, dans la plus grande unité possible, et c'est ce qu'on essaye de faire ce soir, dans le monde du travail, de l'ensemble des classes populaires et de la jeunesse. Deux modèles de société s'affrontent, et aucun compromis n'est possible avec ceux dont la seule préoccupation est d'assurer la survie d'un système en crise, quitte à broyer l'humanité et la planète. À l'heure où la crise climatique causée par ce système productiviste fait rage et où nous sommes toutes et tous pris à la gorge par l'inflation, notamment sur les produits de première nécessité et l'énergie, les capitalistes distribuent 80 milliards de dividendes aux actionnaires du CAC 40. Pour eux, encore une bourde, contre eux, nous défendons la rupture avec ce système. Pour une société où l'on travaille moins, pour travailler toutes et tous, et où l'on produit mieux en fonction des besoins et en respectant la planète. Pour une société égalitaire entre les hommes et les femmes, parce que vous avez bien compris, les plus grosses victimes de cette contre-réforme, ça va être les femmes. Donc nous appelons dès maintenant à construire la lutte pour le droit des femmes par la grève et les manifestations le 8 mars. Dès maintenant, il est nécessaire de construire une gauche de combat, aussi fidèle aux opprimés et aux exploités que Macron et l'extrême droite le sont aux capitalistes et aux patrons. Un parti pour la transformation de la société, une force pour contribuer au renversement du capitalisme vers une société écosocialiste. Merci. Je prends juste une minute pour vous annoncer, je profite que j'en ai la parole. J'y vais ? Allez. Donc Philippe Poutou va faire un meeting à Avignon le 20 février à la salle des fêtes de la mairie d'Avignon. Donc on vous y attend bien sûr, toutes et tous, pour débattre encore une fois dans l'unité. Et on sera là. Notre prochain invité, donc, on le connaît un peu tous, c'est M. Guérin, du Parti communiste français. Voilà, et il va prendre la parole pour son parti. J'espère que je ne vais pas être trop long après. J'ai vu qu'il y avait de l'impatience. Je vais aller vite. Alors d'abord, chers amis, chers camarades, je vous remercie de nous donner la parole. C'est avec plaisir que je la prends au nom du Parti communiste. Nous avons tout intérêt à nous parler, à nous écouter, à nous comprendre, à essayer d'agir ensemble. C'est, je crois, ce qui est attendu de nos concitoyens si nous voulons être un tant soit peu crédibles à leurs yeux pour offrir un autre possible et nous sortir de ces vieux oripeaux que sont les politiques libérales capitalistes. Une fois de plus, avec cette réforme des retraites à la sauce Macron, des arguments faux sont utilisés et des propositions apparemment de bon sens et évidentes nous sont servies ad nauseam par le gouvernement, les patrons, surtout les gros,
et une grande partie des médias aux mains de quelques milliardaires. On n'en finirait pas de démontrer par A plus B que la réforme qu'on veut nous imposer n'est pas celle que nous voulons et que le soi-disant remède que l'on veut nous administrer s'avérera au total bien néfaste à notre santé. Faut-il le rappeler ? Ça vient d'être dit, le président du corps, Pierre-Louis Brasse, l'a redit le 19 janvier au moment de la grande journée d'action. Je le cite, « Les dépenses de retraite sont globalement stabilisées et même à très long terme, elles diminuent dans 3 hypothèses sur 4. » Donc, pas vraiment de problème de financement. Alors on nous dit, vous vous rendez compte, il y a aujourd'hui seulement 1,7 retraités pour un actif, contre 1 retraité pour 14 actifs en 1979. C'est vrai. Et c'est tant mieux. Et c'est grâce en grande partie à la diminution du temps de travail que nous avons conquis. Oui, et alors dans le même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la production par actif a été multipliée par 3. Où sont donc passés les bénéfices de cette productivité accrue ? Sans nous abreuver de chiffres, nous savons toutes et tous ici que les riches sont devenus plus riches, que les inégalités se sont gravement creusées, comme l'a démontré l'ONG Oxfam. Elle préconise, cette ONG par exemple, de taxer 42 milliardaires français à hauteur de 2%. Ça a déjà été dit, effectivement, je le redis, ça ferait une rentrée de 12 milliards. Un exemple, l'un des brillants bilans de Macron, c'est le triplement des 5 premières fortunes de France, passé de 112 milliards en 2017 à 419 milliards fin 2021. Une paille. Rien d'étonnant à cela. De cadeaux fiscaux en exonération de cotisations sociales, le ruissellement coule dans le même sens sans contrepartie. Exemple récent, la suppression de la CVAE, la contribution à la valeur ajoutée des entreprises, fait perdre 15 milliards par an au budget public, ce qui correspond d'ailleurs exactement aux économies que veut réaliser le gouvernement en faisant travailler les Français jusqu'à 64 ans et plus. Eh bien, personne n'en veut de cette réforme, et c'est tant mieux. 92% des actifs sont contre. Si, Madame Borne et consorts, on a très bien compris de quoi il retournait, faire trimer encore et toujours plus, y compris toutes celles et ceux qui n'en peuvent déjà plus à cet âge-là. Dans la quasi-totalité des secteurs d'activité, le travail s'est intensifié, complexifié et est rendu plus pénible. À 50-55 ans, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête, même si c'est un regret, parce qu'on aime son métier. Précédemment, les critères de pénibilité ont été supprimés avec le C2P, mais au bénéfice de qui ? Pas étonnant que des jeunes y regardent à 2 fois avant de s'engager dans un travail pénible, aux horaires atypiques et mal rémunérés. C'est une honte de prétendre qu'ils ne veulent plus rien faire. Mais quoi, ils ont raison de ne pas vouloir perdre leur vie en la gagnant. Et ils ont raison d'être aux côtés des actifs et des retraités pour combattre le projet rétrograde des retraites. Car demain, ils risquent de s'en voir imposer d'autres encore qui iront dans le même sens. Figurez-vous que l'on en est à la 30e réforme des retraites en nous promettant qu'à chaque fois, c'est pour notre bien, pour sauver le régime par répartition auquel, en effet, nous tenons. Mais précisément avec leur réforme, on veut pousser les gens progressivement vers la capitalisation, système ô combien dangereux pour les retraites, mais tout bénef pour les assurances privées et autres fonds de pension. Alors non, de cette réforme qui veut nous faire travailler plus pour gagner moins, qui veut pénaliser encore plus les femmes, nous n'en voulons pas et nous l'avons démontré le 19 janvier. Comme l'a dit Olivier Faure du Parti socialiste au meeting de Japy à Paris, Macron n'a ni mandat, ni majorité, ni consensus pour cette réforme. Ce que nous voulons, c'est la retraite à 60 ans pour toutes et tous, c'est travailler moins pour travailler tous et travailler mieux, comme l'a affirmé Mathilde Panot de LFI, vous connaissez, à ce même meeting. Travailler plus, produire plus, consommer toujours plus, c'est pas une vie et c'est fortement abîmer notre planète, comme l'a dit Marine Tondelier de LV,
ce que nous partageons tous. Et si on consultait les Français, comme l'a souhaité à juste raison Fabien Roussel du Parti communiste? Du coup, soutenons avec nos 98 députés la proposition de motion référendaire du groupe NUPES à l'Assemblée pour que le peuple se prononce après un large débat. Qui a peur du peuple? Et comme il l'a proposé aussi, nous appelons les mairies à fermer leurs portes le 31 en signe de solidarité, de même que les commerces. D'ailleurs, j'ai appris en venant ici que le maire d'Entraigues sur la Sorgue l'avait décidé et que les salariés qui seraient en grève eh bien, seraient payés ce jour-là. Avant de terminer, excusez-moi pour la longueur, j'ai une question. Elle s'adresse au député LR de notre secteur, M. Lovisolo. Quelle est votre position à ce sujet? Et si vous pensiez voter pour cette réforme, la question est, croyez-vous que vous avez été élu pour ça? En attendant, préparons-nous à agir ensemble le 31 janvier avec les syndicats unis. Et si possible, cette journée d'action doit être encore plus forte que la précédente. Pour aider à renforcer les mobilisations à venir, entre partenaires de la NUPES à Carpentras, EELV, Génération S, LFI et PCF, nous avons décidé d'une mobilisation le lundi 6, Square Champenois, au centre de Carpentras, à partir de 17h30. Faisons en sorte d'y être très nombreux. Pour la retraite à 60 ans, pour la revalorisation des salaires et leur indexation sur les prix, pour l'égalité des salaires femmes-hommes, pour des retraites décentes à 75% du meilleur salaire, pour une société plus juste, libérer les prédateurs capitalistes, tous ensemble, agissons. Merci. Bon ben, je pense qu'on a tous compris qu'on est tous sur la même longueur d'onde pour cette loi de retraite. On veut tous la même chose et c'est unique qu'on arrivera à faire plier ce gouvernement. Ça sera dans la rue aussi, il faudra vraiment être présent. Je regarde un peu la télé, c'est vrai que je vois que la Macronie, elle place sur tous les plateaux télé en ce moment pour nous dire qu'on ne comprend rien à cette réforme des retraites, qu'il faut nous expliquer, que si on comprenait, on serait d'accord avec eux. On n'est pas plus bête que les autres. On a fait venir Monsieur Fabrice Aubert ce soir, qui est économiste et spécialiste dans ces questions. Marxiste, il m'a dit de le préciser en plus, c'est vrai. En même temps, on ne va pas prendre comme un économiste capitaliste, c'est mieux un marxiste. Donc je vais lui passer la parole et lui va nous expliquer pourquoi cette réforme est injuste. J'ai 2 pieds, c'est bien. Je pars bien en retraite. Alors déjà, merci de votre invitation. Je vais essayer d'être à la fois le plus percutant possible. Et surtout, écoutez bien ce que je dis, je suis économiste, ne faites jamais confiance aux économistes. Parce que la société, elle ne se construit pas par les économistes, elle se construit par des réponses politiques qui sont construites, qui sont pensées et construites ensemble. Et c'est ça qui fait société. Les économistes ne font pas société. Bien souvent, les économistes libéraux font même dissociété, c'est-à-dire ils détruisent la société par le raisonnement de courte vue. Je vais essayer donc d'être percutant. J'ai divisé mon intervention en 2 parties, équilibrées. Première partie, le problème, ce n'est pas la retraite, le problème, c'est le capitalisme. Deuxième partie, la retraite, un investissement de la société pour elle-même, pas pour le CAC 40. Mais avant de commencer, je veux dire que mon intervention se fera sous le regard amical, je l'espère, d'un certain Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, du gouvernement du Conseil national de la résistance, et qui a écrit
La retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et avec cette réforme, on est exactement dans le même questionnement, puisque leur objectif, c'est de nous pousser à 64 ans, qui est l'âge d'espérance de vie en bonne santé, juste avant d'aller à l'hôpital et de mourir. C'est ça, la réalité. Un mot sur le titre de mon intervention, la réforme des retraites, boîte noire d'un crash planifié. J'étais en train de travailler là-dessus et je ne trouvais pas le titre. Et je regardais un film français qui s'appelle Boîte noire, où on a un ingénieur du BEA, Bureau Enquête Accident, qui est missionné pour voir quelles sont les causes de l'accident, du crash. Et alors, au début, les pistes l'amènent sur une piste terroriste islamiste. Et à force de creuser, il se rend compte qu'on lui a donné une mauvaise boîte noire qui ne correspond pas au vol du crash. Et toute la thématique du film, c'est d'aller chercher la bonne boîte noire, c'est-à-dire les bonnes informations. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, tous les jours à la télé, on vous présente la boîte noire des mauvaises informations. D'où... Merci. Alors, premièrement, la dette. Alors, je vous rappelle qu'il était prévu pour cette année, le rapport du corps de 2018, un déficit de plus de 10 milliards. Et en fait, aujourd'hui, en 2021, il y a eu 900 millions d'euros d'excédent, 2022, 3,2 milliards d'excédent. Un mot sur le concept de prévision. La prévision, c'est le mot libéral, parce que la prévision, ça renvoie à la météo. Et la météo, on ne maîtrise pas trop. Nous, on n'est pas pour des prévisions, on est pour la planification. Planifier, ça veut dire organiser la société et se donner des perspectives en vue d'y arriver. Les perspectives, c'est juste une adaptation du marché, de l'État et du gouvernement et de ses politiques aux logiques du marché. Les prévisions, c'est du court terme. La planification, c'est la construction du long terme. Ne vous laissez pas piéger par les mots. Les mots du libéralisme, MOTS, cachent souvent les mots du capitalisme, MAUX, le capitalisme étant le système concret, et le libéralisme, son idéologie. La dette, la dette, la dette. On dirait, voici rejouer une pièce de Molière qui s'intitulait « La cassette, ma cassette, où as-tu caché ma cassette? Où est passée ma cassette ?» La dette, elle vise en fait à nous culpabiliser, à nous empêcher de penser. Et cette idée de dette, c'est vraiment fait au niveau idéologique pour nous empêcher de penser une possible émancipation. Émancipation du travail, dans la société et dans la politique. Une forme d'avenir en commun. Deuxième question, le ratio démographique. Mon camarade que je connais depuis longtemps, nous avons milité ensemble à l'UJCGT. Le ratio démographique, alors souvent ils nous disent, voilà, il l'a dit, on est passé de 4 cotisants pour un retraité à 1,4 aujourd'hui. Mais comme il l'a dit, la réalité, c'est qu'on ne dit pas la productivité. La productivité en 1979 était de 25 000 euros par actif. En 2022, 80 000 euros par actif. On voit le bond de la productivité, c'est pas tout. La France est 5 fois plus riche en 2023 qu'en 1983, quand la retraite à 60 ans a été instaurée. Dans le même temps, la population n'a pas augmenté de 5 fois, en fait, même pas doublé. On est à 68 millions d'habitants. Donc, de fait, avec 5 fois plus de richesses produites, on devrait voir une hausse de revenus tant des salariés que des retraités. Si tel n'est pas le cas, c'est alors qu'une minorité s'accapare les richesses créées, expliquant aussi les pauvretés et les précarités. Vive le capitalisme et son zèle et serviteur, Macron. Et la productivité du con, expression paysanne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'essaye d'avoir un regard décalé. Rappelez-vous, il y a 40-50 ans, nous avions environ 1 million de paysans pour nous nourrir. Nous ne mourions pas de faim. Et aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus que 100 000 paysans. Mais nous ne mourrons pas de faim. Pourquoi? La productivité, très mauvaise par le glyphosate qu'il faut retirer, mais il n'empêche que
100 000 paysans nourrissent beaucoup plus de population, puisqu'il y a aussi l'exportation, qu'à l'époque où il y avait dans notre pays 1 million de paysans. Ce qu'il faut donc, c'est le reconquérir la paysannerie, une paysannerie locale et productive, pas simplement d'aliments à ingurgiter, mais de sens de la vie. Tromperie, déformation, mensonge, la pujadas, compagnie. Alors, pour vous, tous les soirs, hein, et c'est courageux, je vous le dis, hein, je me tape C'est dans l'air et après la LCI, compagnie. Et alors, l'autre jour, ils sont passés, alors en ce moment, c'est la guerre tout le temps, je ne vous dis pas, et là, ils ont passé un graphique, là, très bon, que j'ai intitulé « Les tromperies et mensonges de LCI ». Il parle du taux d'emploi des 55-64 ans. Et le commentaire de la journaliste hein, qui dit les faits, rien que les faits. Hein. Alors que les faits, ils sont déjà manipulés. Je vais vous le montrer. Plus on recule l'âge légal de la retraite et plus le taux d'activité augmente. Et pas de raison que cela se modifie. Et le graphique nous montre en effet une évolution du taux d'emploi des 55-64 ans à partir de 2000. Évidemment, je n'arrive pas à lire parce que je n'ai pas de lumière. Je commence à vieillir, ça doit être 2002, jusqu'à 2021, où on passe de 30% à peu près à 55%. Le problème, c'est qu'ils trichent sur le graphique, parce que la catégorie d'âge 55-64 ans recouvre en fait deux tranches d'âge, 55-59 ans et 60-64 ans. Et là, il faut s'appuyer sur l'INSEE, qui est quand même mieux que la Pujadas Compagnie, pour se rendre compte qu'entre 55 et 59 ans, le taux d'activité est de 80,7%. Alors que lorsqu'on passe de 60 à 64 ans, il tombe à 31%. Donc on voit qu'en définitive, en repoussant l'âge de la retraite, ils ne font que mettre l'essentiel des travailleurs du privé en situation de chômage, de RMI, de RSA, et compagnie. RSA, ça veut dire régime sec pour animaux. Et puis, deuxième remarque, une tromperie. Une tromperie, mais lamentable, un mensonge. C'est que on mélange tout dans ce graphique qui fait une moyenne. À la fois les statuts des salariés du privé et les employés qui sont des fonctionnaires, comme moi. Moi, je n'ai pas un CDI. J'ai une mission de service public. Et je suis obligé d'aller, sauf des missions, mais alors là on perd tout, mais je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Donc jusqu'à 64 ans s'il faut. Alors, ils mélangent tout. Et donc en mélangeant tout, ils montrent un taux moyen qui est en fait une immense tromperie. Bon, j'accélère. J'ai encore 10 minutes, c'est bon? Ma deuxième partie. J'espère qu'au moins jusque-là vous avez... Alors, j'ai essayé de vous montrer des arguments simples pour que vous puissiez les reprendre et répéter. C'est tout simple ce que je dis. La retraite, un investissement de la société pour elle-même, pas pour le CAC 40. Tout à l'heure, le camarade a parlé du coût de la retraite. Non, ça ne coûte pas, les camarades. Le coût, c'est le capital qui utilise en permanence ce concept en vue de nous culpabiliser. Coût du travail, coût de la santé, coût de l'éducation, coût des profs, coût de l'animation, coût des services publics. Non, le coût, c'est le mot du capital pour coiffer ses propres incompétences et incuries. Parce que c'est lui qui est toujours en crise. Et c'est toujours l'argent public qui, lors des crises, vient le sauver. Retraite ou pleine activité sociale. Alors, je me lance là dans une thèse que je défends. La retraite, c'est le plus vilain mot pour décrire la plus belle des choses. Quant à pleine activité sociale, ne se fait plus au service du profit privé, des dividendes et des patrons, mais pour tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, ton village, association, et les commerces de ton village, pour lequel ta retraite va couler. C'est ça la redistribution, c'est pas le ruissellement. Un retraité n'est pas mis en retraite comme une machine au rebut, mais se situe en pleine activité sociale. 58% des présidents d'associations sont des retraités. La retraite, 340 milliards d'euros, et ça serait 350, 360 ou 380, ça ne poserait pas de problème. Nourrir les villages comme la rivière nourrit le lit de tous ces alluvions, prestations retraite. La retraite n'est pas un coût,
mais un investissement de la société pour elle-même. Par ailleurs, la retraite, c'est l'émancipation et le droit au bonheur. Une enquête a été menée, et on apprend, et ce n'est pas moi qui l'ai menée, ce sont des chiffres officiels, on a posé la question évolution du sentiment de bien-être au cours de la vie. Alors quand on est jeune, qu'on rencontre des jeunes filles, qu'on va à la mer, qu'on danse, eh ben, on a un sentiment de bonheur, environ 30%. Et alors malheureusement, après, quand on commence dans la vie professionnelle, ça se dégrade très très fortement, jusqu'à moins de 10%. Et ça commence à remonter à partir de 50 ans. À l'époque, on avait 50-55 ans. Au moment où on voyait la retraite à 60 ans. Et ça atteint un pic à 90% au moment de la retraite. Donc on voit que leur réforme, c'est une destruction de la liberté, de l'émancipation et du sentiment de bien-être. Les flux financiers sociaux, arrêtons de parler de dette sur cette question de retraite. Je vous ai dit que c'est un investissement de la société pour elle-même. Et 340 milliards, et ça serait 350, 360 ou 380, ça serait la même chose. Ce sont des flux financiers sociaux qui vont directement vers les retraités, qu'il faut opposer aux flux spéculatifs de la finance et des marchés. Et c'est parce qu'ils veulent capter ces 340 milliards qu'il y a la réforme des retraites. Mais on peut aller plus loin. Je vais vous donner un exemple qui écologiquement est nul, je le reconnais, mais qui économiquement démontre tout. Est-ce que vous vous rappelez du nuage islandais qui avait bloqué 300 000 Français à l'étranger? 300 000 ! Et c'était qui? Alors vous retirez les 10 000 businessmen, ok? Les 90 000 Français vacanciers qui n'ont pas d'enfants et qui vont hors période scolaire, il en reste 200 000. C'est qui ces 200 000? Eh bien, ce sont les retraités en bonne santé, ayant le pouvoir d'achat nécessaire, leur permettant d'aller et d'utiliser un Airbus pour découvrir le monde, chose qu'ils n'ont pas pu faire avant. Mais si c'est 200 000 sur 300 000, ça veut dire que 2 sièges sur 3 des Airbus sont occupés par des retraités en bonne santé et ayant le pouvoir d'achat nécessaire. Et qu'est-ce que ça veut dire sur un plan macroéconomique? Ça veut dire que 2 Airbus sur 3 conçus, fabriqués et vendus en France le sont du fait des retraités en bonne santé et ayant des salaires nécessaires. Vous imaginez un peu le truc? Et on nous dit que ça coûte. Mais non! Pourquoi ça ne coûte pas? Mais c'est tout simple. Pensez au fonctionnement d'un barrage hydroélectrique. Qu'est-ce que fait un barrage hydroélectrique? On prend l'eau en amont, on la fait passer dans un tuyau, on fait fonctionner une turbine, et qui, après, alimente toute la rivière, les alluvions, et y compris les poissons y retrouvent, il y a la pêche, et puis il y a aussi toute l'activité nautique du tourisme. Eh bien, qu'est-ce que c'est la retraite? On prend en amont, par les cotisations sur les salariés actifs, on fait passer dans un tuyau qui nourrit les retraités, eux-mêmes alimentent toute la société telle que je vous l'ai montré sur Airbus, et ça rejaillit sur toute la société. Donc, de fait, la retraite, ce n'est pas un coût, c'est un investissement de la société pour elle-même. Je termine. Je suis dans les temps. Je termine mon 4e point, après j'ai une petite conclusion. Je suis revendicatif. Je partage toutes les revendications qui ont été amenées. Bien sûr qu'il faut revendiquer la retraite à 60 ans avec 37,5 bonnes années de cotisation. Et moi, j'ai plus loin. Parce que si on s'arrête là, on en revient qu'à une situation des années 80. Celle qu'on avait obtenue, en 83 je crois, dans le cadre du gouvernement sous François Mitterrand sur la retraite à 60 ans. Moi, je suis pour aller plus loin. Vous avez un penseur, un peu économiste, un peu sociologue, un peu philosophe, qui s'appelle Bernard Friot. Je crois que tu en as dit 2 mots, un peu. Et qui revendique le salaire à vie. Pourquoi? Parce qu'il explique qu'en fait,
le salaire doit être attaché à la qualification, c'est-à-dire à la personne. Ce n'est pas parce que je vais partir en retraite que je perds ma qualification. Il n'y a que pour le patronat que les individus, dès lors qu'ils sont hors du champ du travail, perdent leur qualification. On continue à avoir cette qualification parce que la qualification, à la différence de la performance, elle est attachée à la personne. Et ce que nous voulons comme société, si j'ai bien compris l'avenir en commun, c'est une société de vivre ensemble et qui reconnaissent les individus comme le début et la fin de la société. D'où le droit de naissance et de vie et de fin de vie. Ouverture. Chers amis et camarades, les luttes sociales solidaires depuis Spartacus sont le fondement de la démocratie de l'émancipation. L'insurrection est un droit inaliénable des peuples de la République. Rappelez-vous ces paroles de Robespierre face aux tyrans. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ma dernière phrase. Chers amis, camarades, citoyennes, citoyens, cela fait plus de 30 ans que l'on nous demande de baisser les yeux et les neurones sur la pointe de nos souliers. Et depuis qu'on baisse les yeux pour regarder nos pieds, nous n'avons pu voir pousser que les chaînes de l'esclavage et de l'ubérisation sociale du capitalisme mondialisé. C'est en levant les yeux et en regardant l'horizon de l'émancipation humaine que l'on embrase l'avenir. Résistance. Ah, pardon. Oui, je privatise pas. C'est pas le genre de la maison. Merci beaucoup, franchement, ça rebooste. Bon, ben maintenant, on va passer au clos du spectacle. Il a chauffé la salle, là, il faut qu'il va falloir que tu sois à la hauteur. Voilà. Bon, pour tout le monde, voilà, je vais passer la parole à Hendrik. Et vous allez voir, il est un peu dans la même lignée, pour l'avoir vu déjà. On va repartir bien reboosté. Alors bonsoir à toutes et tous. Alors d'habitude je préfère être debout, mais j'imagine qu'avec la technique c'est pas possible. Tu me confirmes? C'est possible, mais là ça va être compliqué. Ah ouais, voilà. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Mais... Alors, ouais, non mais c'est plus facile. Bon, déjà qu'on est haut, là, ça fait un peu bizarre. Mais bon, on va le faire quand même. Bon, bah bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation et merci aux organisateurs. Et je vous prie vraiment de les applaudir. C'est un boulot super. Et franchement, il fallait oser. Hein. Là, on est quand même presque en fin janvier. Il fait 3 degrés dehors. Enfin, même là maintenant, on atteint les 0 degrés. On est à Carpentras. Hein, je veux dire, pour l'imaginaire des gens, Carpentras quand même. Et puis on est dans une chapelle. Hein, donc ça tient, et vous faites venir quelqu'un de la France Insoumise, vous connaissez Jean-Luc Mélenchon et son appétence pour la... voilà. Donc ça tient du miracle, tout ça. Et la salle est pleine. Et la salle est pleine. Une centaine de personnes à Carpentras, un fin janvier, pour parler des retraites. Et les gens ne sont pas partis au bout d'1 heure. Bravo. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, moi, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que cette réforme, elle n'arrive pas à n'importe quel moment. Elle arrive à un moment très particulier de la vie politique française, européenne et même mondiale. Et donc, je vais d'abord vous parler de ce moment particulier. Parce que ça fait des années, depuis les années 80, moi je remonte même aux années 80, enfin, ça commence au Chili en fait, hein, pour ceux qui se souviennent, ça commence au Chili où ils ont expérimenté une nouvelle forme du capitalisme, qui est le néolibéralisme, et ça s'est propagé partout dans le monde. Hein. Donc le premier, ça a été évidemment Pinochet, mais ensuite il y a eu Reagan, Thatcher, et c'est avec toujours la même stratégie, c'est-à-dire reprendre tout ce qu'on avait gagné. Kessler l'a dit un jour, le patron des patrons, le programme est simple du patronat, c'est de méthodiquement reprendre toutes les conquêtes du Conseil national de la résistance. C'est ça leur projet depuis 20 ans. Voilà.
Et donc, globalement, jusque dans les années 90, ça progressait. Et à partir de 2000, 2005, c'est un premier moment. 2008, il y a la crise. 2005, on vote non au traité constitutionnel. Je reconnais certaines têtes qui étaient avec nous, d'ailleurs dans les collectifs antilibéraux, pour dire non. Et on gagne en 2005 en France. Il y a la crise. Et depuis cette période-là, ils n'ont plus la majorité d'idées pour imposer leurs réformes. En France, mais ailleurs aussi. Y compris en Angleterre, aujourd'hui, il y a des millions de travailleurs anglais qui sont en grève, et j'aimerais quand même qu'on se le dise. Voilà. Il n'y a pas qu'en France. Donc, ils ne sont plus majoritaires. Et ce qui s'est passé en 2022 ici, d'abord, c'est qu'aux législatives, on a enfin fait l'union de toute la gauche. Et là, en plus, on l'a élargi au NPA, et je suis très content, vu que je viens moi-même du NPA, il y a longtemps, et quand j'étais à Avignon. Donc, on a réussi à faire l'union et on est arrivé en tête. Je voudrais bien que les uns les autres, on se souvienne qu'aux législatives, c'est la NUPES qui est arrivée en tête au premier tour. Et la conséquence concrète, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour mener la politique qu'il mène. Donc, quand il dit qu'on l'a élu, oui, on l'a élu contre Marine Le Pen, et vous mettez, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, vous mettez une chèvre face à Marine Le Pen, et la chèvre, elle gagne. Donc voilà, ça fait pas en soi une majorité. Bon. Donc il n'a pas vraiment de légitimité pour mener la réforme des retraites. Ça, c'est certain. Et il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que le pouvoir est extrêmement fragile. Jusqu'à il y a quelques semaines, il pensait avoir la majorité avec les Républicains. Il se trouve que les Républicains, finalement, commencent à tourner, en se disant « Oh là là, le pays est pas chaud ». Voilà. Et là, ce matin, il y a c'est pas Le Monde, c'est Le Figaro et d'autres journaux, pas que Le Figaro, il y a Le Parisien, mais c'est pas des journaux de gauche, c'est pas l'Humanité. Ils ont fait un décompte des députés qui étaient prêts à voter la réforme et des députés qui n'étaient pas prêts à voter la réforme. Et aujourd'hui, il lui manque 20 députés, 15 ou 20 députés. Donc au jour d'aujourd'hui, si on vote à l'Assemblée nationale, c'est non. Et dans le pays, c'est non. Alors, évidemment, il a encore des astuces, puisqu'il a décidé, je le dirai juste maintenant, parce que c'est très technique, il a décidé même pas de faire le 49.3, il a fait encore pire, un truc qu'on n'avait même pas imaginé. C'est le 47.1, je crois que c'est ça. Bon. En gros, l'idée, c'est qu'il utilise un plan de finances rectificatif de la sécurité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, on a un plan de finances pour l'État, un plan de finances pour la sécurité sociale, et en cours d'année, si vraiment c'est nécessaire, on fait un plan de finances rectificatif. Bon, ça n'a rien à voir avec les retraites. Enfin, si, c'est le budget de la Sécu. Mais bon, là, elle est à l'équilibre, on y reviendra. Donc ça ni queue ni tête, cette affaire. Donc y compris, normalement, le Conseil d'État aurait dû dire que c'était illégitime et stop, on n'aurait pas pu le faire. Bon, et ça donne la possibilité à Macron de transformer tout ça en ordonnance à la fin. Donc il sait bien qu'il n'aura pas de majorité, mais vous voyez quand même, et ça lui donne une possibilité, et ça va être très important pour la suite de ce que je vais vous dire, ça lui donne la possibilité de passer très vite. On va avoir que 10 jours, pas ouvrés, 10 jours en gros de débat parlementaire à la première session, c'est que 10 jours. Donc ça veut dire qu'aux deuxième semaine des vacances de PACA, ça sera fini au Parlement en première lecture, quel que soit le nombre d'amendements. Ensuite, ça passe au Sénat, et s'il y a un accord au Sénat, on n'a même plus le droit d'amender à l'Assemblée nationale au second passage. Ça veut dire que 10-12 mars, c'est fini. Il a fait passer son truc. Donc non seulement c'est une guerre qui nous mène, mais c'est une guerre éclair. Et donc la réponse, elle doit être éclair et massive. Voilà. Et c'est ça qu'on doit organiser maintenant. Alors, moi je voudrais quand même revenir un peu sur le fond. Pourquoi il fait une réforme des retraites? Je crois que c'est toi qui l'as dit, c'est la 30e, ou je ne sais plus combien, de réforme des retraites. Pourquoi il s'acharne sur les retraites? Alors, il s'acharne sur les retraites pour une raison assez simple, que tu as partiellement dit, mais que je vais vous redire autrement. La sécurité sociale, il y a 5 branches. Et c'est 600 milliards d'euros maintenant. En 2023, c'est 600 milliards d'euros. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, le budget de l'État, c'est 350 milliards d'euros. Et donc le budget de la sécurité sociale, qui initialement était géré par les partenaires sociaux, donc initialement n'était pas géré ni par l'État, ni par le capital, et ben ça échappe, c'est 600 milliards d'euros qui échappent à l'État et au capital. Mais ça les rend fous, ce truc. Ça les rend fous.
C'est ce qui reste du communisme, en fait, hein, parce qu'on ne va pas se dire le contraire. Il faut que vous ayez conscience de... Tu as cité Ambroise Croizat, mais moi je préfère rappeler quand même que la sécurité sociale a surtout été créée, mise en œuvre, par la CGT. C'est la CGT qui a mis en œuvre les caisses de retraite qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est eux, concrètement, c'est pas l'appareil d'État. On était en 46. C'est les syndiqués de la CGT qui l'ont mis en œuvre et qui ont organisé la collecte de l'argent des salariés. Et donc c'est quand même quelque chose qui est terrible, ce machin. Enfin, c'est un acquis inné. Enfin, ça n'a pas de prix. Parce que, ça, y compris dans l'imaginaire, ça veut dire que les salariés peuvent s'organiser entre eux, indépendamment du patronat et de l'État, pour gérer leur santé, le chômage, la retraite, les accidents du travail. Et ça, c'est évidemment que c'est quelque chose, ils ne peuvent pas laisser ça. Donc ils cassent la sécurité sociale, maladie, la branche maladie depuis des années. Vous voyez l'état de l'hôpital, j'imagine qu'il y a des hospitaliers ici. Ils cassent l'allocation chômage, et on ne l'a pas assez dit, je pense qu'il faut que je vous le dise, mais là ils enchaînent les lois pour réduire les droits des chômeurs, et c'est absolument inadmissible. Hein, certains, y compris certains ont vu, c'était 40% de baisse au 1er janvier, c'est quelque chose de terrible. Et là, ils s'attaquent à la retraite. Alors, bon, pourquoi encore une fois la retraite? Alors évidemment, c'est parce que je pense que c'est dans le programme global de tout néolibéral qui veut se faire respecter et avoir un pantouflage correct après son élection, hein, parce que Macron, vous allez le retrouver comme d'autres dans des grandes entreprises, de l'assurantiel, etc. Et que ça fait des années qu'ils font pression, BlackRock, Natixis, pour avoir cette manne d'argent. Parce que si la retraite passe pas par répartition, elle fera par capitalisation, et on arrive à... Pourquoi la réforme maintenant? Quel est le sel de cette réforme? En fait, le truc, c'est qu'on passe de 62 ans à 64 ans. Vous avez bien compris. Et surtout aussi, on passe de 42 à 43 unités beaucoup plus rapidement que prévu. La conséquence de ça, et là c'est le mensonge à la télé, c'est que les pensions vont baisser. Là, ils mentent un peu, et tout de suite après, ils vont vous redire que les pensions vont baisser. Ils vont bien vous le mettre dans le crâne d'ailleurs. Et puis il y aura des plans d'épargne retraite qui vous seront proposés à toutes et tous. Et vous allez devoir, vous allez dire, vous allez faire vos calculs, 1500, 1600 euros. Ils disent aux plus jeunes, vous n'aurez pas de retraite, vous n'aurez pas de retraite. Et donc, on va vers la capitalisation. Et aujourd'hui, la capitalisation, c'est 16 milliards sur les 330 milliards de dépenses de retraite. Ça fait beaucoup de chiffres. Hein. Les dépenses de retraite, c'est 330 milliards. C'est pas tout la Sécu. C'est 250 milliards qui passent par la Sécu, mais en tous les dépenses de retraite, c'est 330 milliards. Il y a 16 milliards seulement en capitalisation. Ça a doublé depuis 2005. Mais vous voyez, c'est quand même pas beaucoup par rapport à la manne financière. Hein. Et donc, c'est vraiment ça qu'ils veulent. Et partout, ils ont fait des réformes. En Allemagne, en Suède, eh bien, ils ont fait ces réformes pour augmenter le taux de capitalisation. Aujourd'hui, en Suède, 60% des Allemands ont une retraite, notamment par capitalisation, qui complètent leur retraite par répartition. Et en Suède, c'est 100%. C'est devenu quasiment obligatoire. Donc c'est ça l'objectif. Hein. C'est vraiment ça l'objectif. Donc il faut que pour les uns et les autres, ça soit clair. Ah, maintenant, j'en arrive à la réforme. La réforme, en gros, d'abord, elle est inutile. Tu l'as dit, vous l'avez dit, je vais le redire sur 2-3 choses. Il y a un premier argument, c'est les dépenses de retraite, indépendamment de comment on finance la retraite. Combien ça coûte pour eux, les néolibéraux, au pays? Alors, là, on peut utiliser le Conseil d'orientation des retraites, qui fait un rapport sur lequel il se base pour nous dire qu'il faut faire la réforme. Dans ce rapport, le Conseil d'orientation des retraites dit: le seul indicateur fiable pour connaître la part des dépenses et est-ce qu'il y a un problème de dépenses au niveau des retraites, c'est le ratio entre les dépenses de retraite et le produit intérieur brut. Ce ratio, il vaut 14% en France. 14% de la richesse produite part dans le système des retraites. Et bien ce ratio est pas beaucoup plus élevé que dans les autres pays européens, d'abord, première chose. Et deuxième chose, tu l'as dit, les scénarios qu'ils donnent, ils baissent. Dans tous les scénarios du Conseil d'orientation des retraites, la part des dépenses baisse. Donc il n'y a aucune raison de faire des économies sur notre système de retraite. Donc ça, c'est le premier argument qu'il faut que vous répétiez. Puis il y a un truc assez évident, c'est que cette année, on est à l'excédent. Voilà.
Donc, on va être en déficit pendant une petite période, effectivement, mais pourquoi on est en déficit alors que les dépenses sont contenues? Eh bien parce qu'ils attendent moins de recettes. Et pourquoi il y a moins de recettes? Parce que c'est facile, hein. Quand il y a un déficit, si les dépenses n'augmentent pas, c'est que les recettes baissent. Et pourquoi les recettes baissent avec Macron, mais comme avec tous ses prédécesseurs, malheureusement? C'est parce qu'ils ont exonéré de cotisations sociales les entreprises, et qu'ils continuent à le faire. La part des exonérations patronales est passée de 5% à 5% depuis le 80, en gros. Hein? Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus que vous qui cotisez, alors que la séparation est un peu fictive, hein, par patronal, par salarial. En réalité, si on creuse l'histoire. Mais ça veut dire que le patronat ne paye plus pour vos cotisations. Hein, alors qu'à l'origine, il cotisait quand même beaucoup. Et donc c'est ça, en fait, c'est un transfert clair depuis des années du travail vers le capital. Et pour en finir avec ces histoires de finances, vous dites, mais l'argent, il va où? Bah, dans les dividendes des actionnaires. Quelqu'un sait combien ils ont tout... Si, il y en a un qui l'a dit là. 80 milliards. Et l'année d'avant, c'était combien, vous savez? 60 milliards. 80 moins 20, 80 moins 60, ça fait combien? 20 milliards. Il manque combien? 15 milliards. Voilà. Donc quand même, c'est du foutage de gueule, hein, enfin, pour dire les choses. Donc l'argent, il y en a. Et il part dans les paradis fiscaux, et notamment dans la fortune de Bernard Arnault, 150 milliards de fortune. Juste, j'ai fait un calcul, parce que pour moi, la fortune, ça c'est une parenthèse, hein, rien à voir avec la réforme des retraites, mais la fortune d'un patron comme ça, elle vient toujours du travail de ses salariés. Hein? Donc si vous divisez la fortune de Bernard Arnault par le nombre de salariés, et qu'il reversait à Noël, j'avais fait ça pour Noël, s'il reversait à Noël toute sa fortune, parce que ça vient de ses salariés, aux salariés, vous savez combien chaque salarié toucherait? 1,4 million d'euros. Et plutôt pas mal. Mais ça veut dire que chaque salarié a rapporté 1,4 million d'euros à Bernard Arnault. Hein? Imaginez quand même, ça, je vous dis ça pour qu'on soit décomplexé par rapport à la question du capital et du travail. À un moment donné, l'argent qu'ils ont, il va falloir aller leur reprendre. Et la bataille des retraites, c'est le moment où on va aller leur reprendre. Voilà. Ouais, bravo. Alors, 2-3 autres mensonges qui me semblent utiles de vous remettre les choses au clair. Là, le premier truc, ça a été dit, c'est la part d'actifs sur la part de retraités. Vous l'avez dit, il y a la productivité. Mais même sur ce chiffre-là, en réalité, il y a un mensonge. Parce que, en gros, la part, elle est à 1,6. Et ils projettent ça, ça va descendre à 1,5, 1,4. Hein. Et donc ça, en réalité, ça bouge pas tant que ça. Parce que le gros papillon est passé. Et donc, en fait, ça ne va pas tellement changer, alors qu'effectivement, on est passé de 3 à 1,6 sans que le système soit mis en danger, en fait. Donc, en réalité, c'est parfaitement absorbable. Et puis, quand ils comparent aux autres pays, ils oublient toujours une chose. C'est que la France, c'est le pays où on fait le plus d'enfants. Et oui, vous comparez avec l'Allemagne, où il faut que la retraite soit à 67 ans. Mais en moyenne, c'est 1,2 enfants par femme, un truc comme ça en Allemagne, et c'est 1,8 en France. Donc on ne peut pas comparer. Parce qu'on aura beaucoup plus d'enfants qui seront des actifs demain, et qui pourront donc payer nos retraites. Et pourquoi d'ailleurs on a plus d'enfants par femme en France? Parce qu'il nous reste, même si c'est pas très bon encore, mais il nous reste un service public, notamment de la petite enfance, par la maternelle. Qu'il faut compléter, ça c'est dans notre programme, par un vrai service public de la petite enfance, de 0 à 3 ans, bien sûr, parce que c'est pas suffisant. Mais les pays où les femmes font moins d'enfants, c'est des pays où finalement il n'y a plus de prise en charge sociale de la petite enfance. Donc tout est corrélé. Si vous cassez la maternelle, si vous cassez les services de crèche, comme ils sont en train de le faire, là, tout ce qui est crèche municipale, dans beaucoup d'endroits, c'est cassé. Et c'est la multiplication des crèches privées à Marseille. Mais tout ça est lié à la retraite. Parce que si vous ne pouvez pas avoir une place en crèche, eh bien vous ne faites pas d'enfants. Vous ne savez pas comment gérer ça. Et si vous ne faites pas d'enfants, il n'y a pas d'actifs. Donc vous voyez que tout ça est complètement lié. Et leur grande force, c'est d'arriver à tout saucissonner et nous prendre un chiffre et le sortir de son contexte. Alors, autre chose où ils nous mentent un peu quand même, c'est sur l'espérance de vie. Parce qu'ils nous disent, on vit de plus en plus vieux, donc on travaille de plus en plus longtemps. Alors deux choses. D'abord, on vit de plus en plus vieux, c'est de moins en moins vrai. D'abord parce qu'il y a une limite à tout ça, hein, quand même.
une limite biologique au bout d'un moment. Et puis, en gros, on a pris pour les femmes, juste, on a pris 1 an en 10 ans. Donc là, les dernières, ça se tasse. Ça augmente de moins en moins. Et dans les scénarios du Conseil de l'orientation du corps, d'ailleurs, moi je trouve que, je ne sais pas les économistes qui ont fait les scénarios, mais sur la partie espérance de vie, il faut vraiment qu'ils aillent à la retraite, parce qu'ils prévoient, pour le meilleur des scénarios, que les femmes vivront 2 ans de plus, en 5 ans, alors qu'elles ont pris 1 an en 10 ans, d'accord? Donc on n'a pas besoin d'avoir fait des maths pour se dire, la projection, elle est un peu folklorique. Donc, ils vous mentent là-dessus parce que l'espérance de vie n'augmente plus. Et en plus, si vous prenez votre retraite plus tard, en fait, l'espérance de vie baisse. Et ça, c'est dans beaucoup de pays où ils ont augmenté l'âge de la retraite, l'espérance de vie baisse. Parce que si vous travaillez plus longtemps, vous avez plus de chances de mourir avant d'arriver à la retraite, et on a entendu beaucoup parler de ces questions-là. Donc ça, c'est encore un mensonge de plus. Et puis cette réforme, elle fait soi-disant des économies, et je finirai juste sur le dernier mensonge, enfin le dernier non-dit, mais forcément, les retraités qui n'auront pas leur retraite, enfin, les futurs, seront salariés ou chômeurs, mais s'ils sont salariés, ils auront souvent plus de maladies professionnelles, et donc le gain, c'est un transfert de la caisse de retraite vers la caisse maladie, et ça s'est quantifié, en fait, et vous le voyez, les arrêts de travail, etc., et l'autre, évidemment, il y aura plus de chômeurs. Donc c'est la caisse chômage qui va devoir pallier finalement ce qu'on a un peu gagné, soi-disant, sur la caisse retraite. Donc n'ayez pas peur, discutez avec les gens, montrez-leur que tout ça, c'est vraiment que des mensonges, tu l'as dit et redit, et il faut vraiment arriver à démontrer ça en permanence. Après, bon, le travail est en partie fait, parce que si on regarde les études d'opinion, globalement, 90% des actifs sont contre la réforme des retraites. Donc voilà, mais c'est important quand même de dire, voilà, il n'y a aucune légitimité à cette réforme, non, non et non. Alors, maintenant je vais arriver au deuxième point, pas trop long parce que je pense que ça a été déjà un peu dit, mais cette réforme est injuste socialement. Ce qui va se passer, je vais vous l'expliquer, c'est que les pensions vont baisser. Et ils vous mentent parce qu'ils font comme si vous allez vraiment attendre l'âge de 64 ans pour aller à la retraite. Mais quand vous êtes soit mis au chômage, soit partir avant, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une décote, hein, et donc la décote va être plus importante avec la réforme, puisque c'est 64 ans au lieu de 62 ans, à partir duquel vous allez calculer la décote. Donc déjà, toutes les pensions vont baisser. Tout ce qui disent le contraire, c'est faux. Alors, le minimum vieillesse, soi-disant, ils vont le monter à 80% du SMIC, mais écoutez bien, c'est que pour les carrières complètes. Or, ceux qui sont à ces retraites très faibles, en général, c'est qu'ils n'ont pas de carrière complète. Et donc, ça touche que 5% en réalité des petites retraites. Et ça a une conséquence derrière. Pourquoi c'est injuste? Parce que ça va augmenter le nombre de retraités pauvres, en fait. Et je ne l'ai pas dit, c'est une carte que vous pouvez utiliser. Il y a une carte qui circule, vous voyez, c'est en plus des données de l'INSEE, c'est le taux de retraités pauvres par pays. Il y en a 10% en France, 13% en Espagne, en Italie et 20% en Allemagne. Et sur tous les pays européens, c'est la France qui a le plus faible nombre de retraités pauvres. Et plus un pays passe par capitalisation, plus il a des retraités pauvres. Donc cette réforme est injuste parce que c'est encore ceux qui avaient des salaires bas pendant toute leur carrière qui vont se retrouver avec des retraites de misère. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et évidemment, ça touche les carrières longues. Et évidemment, c'est-à-dire que quelqu'un qui a commencé à travailler à 18-19 ans, il avait son nombre d'années avant 62 ans, et donc il pouvait partir à 62 ans. Maintenant, il faudra qu'il attende 64 ans. Voilà. Et donc quand vous êtes dans des chantiers, quand vous travaillez dans le bâtiment, etc., c'est parfaitement insupportable. Et dernier point, ça touche les femmes et les jeunes. Pourquoi ça touche les femmes? D'abord parce que les carrières des femmes, en général, il y a une interruption avec la grossesse, elles sont plus hachées, elles font beaucoup plus de temps partiel, et donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir les 43 annuités. Donc c'est les femmes qui vont voir leur rémunération le plus baisser. Et les jeunes, parce que, on voit bien sur le marché de l'emploi aujourd'hui, actuellement la précarité est beaucoup plus forte. Et donc les jeunes qui arrivent maintenant sur le marché du travail auront encore plus de difficultés à avoir ces 43 annuités. Donc cette réforme est injuste.
Alors je vais aller vers la conclusion. Ce que je pense très important, c'est de vous dire et de vous convaincre ce soir que nous devons gagner. Parce que si nous ne gagnons pas, les uns et les autres, vous l'ont dit, ils continueront, et surtout la misère sociale avec le racisme qui existe. À l'arrivée, c'est l'extrême droite qui gagne en 2027. Ou qui gagne avant s'il y a une dissolution. Le risque, il est réel. On les voit à l'Assemblée nationale, ils ne se cachent plus. Vous avez vu quand même qu'un de leurs députés a quand même osé dire à un de nos députés « Retourne en Afrique ». Le racisme est terrible en France. Et sur ce terreau-là de misère sociale et voilà, je pense qu'on prend un risque. Donc il faut qu'on gagne ce coup-ci. Si c'est pas ce coup-ci, c'est au prochain coup, mais il va falloir gagner à un moment ou à un autre. Donc nous devons gagner. Nous pouvons gagner parce que les syndicats sont unis, la NUPES est unie, le peuple est là, très largement. Donc tous les syndicats unis, c'est historique. Historique. Et donc là, il y a les organisations de jeunesse qui appellent aussi à la prochaine. J'ai même vu que la FAGE, par exemple, appelait. Enfin, personne ne manque sur la photo. Enfin, c'est vraiment à tous les niveaux, dans toutes les professions. Et ça donne quoi à l'arrivée? Eh bien, ça a donné quand même que, à la dernière journée de grève, elle était complètement historique. 2 millions de salariés, première journée de manifestation, 2 millions de salariés et des taux de grévistes qu'on n'avait pas vus depuis des années. Dans des tas de boulots. Moi, j'ai vu à la manifestation marseillaise, je pense qu'à Avignon, c'était pareil, des gens pour qui c'était la première fois qu'ils allaient manifester. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a un espoir qui se lève dans le pays. Et donc, il va falloir gagner et amplifier le mouvement. Et comment on peut gagner? À mon avis, il faut quand même prendre conscience qu'en face, et là, je fais un peu de dystopie, si on gagne, vu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il n'a pas le choix, il va devoir dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, si on gagne, il dissout l'Assemblée nationale, il y a des élections. Mois de mai, avril, mai, juin, on verra. Et s'il y a des élections alors qu'on a gagné sur les retraites, c'est nous qu'on gagne. Mais c'est ça, hein. Vous êtes bien conscient de ce qui se joue. Et donc c'est l'avenir en commun, parce que le programme des 600 mesures qu'on a co-construit avec Génération, avec ELV, avec le PS et avec le Parti communiste, c'est 600 mesures qui s'appliquent. Et donc c'est la retraite à 60 ans. C'est la 6e semaine de congés payés. C'est aller vers les 32 heures. C'est des moyens pour l'université, pour l'éducation, pour les hôpitaux. C'est ça qui s'applique à partir du mois de juin. Donc il faut avoir conscience de ça. Et donc ça, c'est possible, mais lui, il sait qu'il ne faut pas que ça soit ça. Donc en face, ils ne vont pas lâcher. Et donc il faut monter le niveau de radicalité par rapport à ça. Et il faut donc avoir conscience qu'après le 31, d'abord le 31, tous et toutes ici, il faut que vous soyez dans la rue. Et après le 31, il faut que ceux qui sont salariés, ils soient dans leur boîte pour faire des assemblées générales, pour reconduire les grèves quand c'est possible, voire occuper les entreprises. Oui, c'est ce qui s'est passé en 36, ce qui s'est passé en 68, et c'est comme ça qu'on les fait céder. Et ceux qui ne sont pas dans les entreprises, il faut qu'ils fassent des collectifs de retraite dans les villes, dans les villages, partout. Il faut que ça soit à la fois les gilets jaunes, mais 68, 36, et c'est avec ça qu'on va gagner. Et moi je pense que ce qui s'est passé là montre que c'est possible, et que si les uns et les autres on a conscience de ce qui peut se passer après, eh ben on doit gagner, on peut gagner, et on va gagner. Mieux. Ça va. Non, c'était super. Hendrik nous a fait un discours qui nous a encore motivés. Donc, moi, ce que je vais retenir sur ça, c'est la guerre. Ils nous ont déclaré la guerre. Et il va falloir mener la guerre dans la rue, le 31, dans les entreprises et partout où on pourra les combattre. Pour que la réforme, il la retire. Et comme il a dit Hendrik, je suis persuadé qu'il a raison, c'est que si on arrive à leur faire retirer la réforme des retraites, les législatives qui suivent, ça sera la NUPES qui sera majoritaire à l'Assemblée nationale. J'ai pas l'habitude.
Je pense qu'on a tous parlé. On va laisser la parole maintenant à vous qui êtes venus dans ce froid et qui vous êtes déplacés pour poser toutes vos questions, que ce soit aux différents partenaires de la NUPES ou à Hendrik directement. Bonjour et merci de ces brillantes interventions. Juste une remarque, vous avez parlé de décote, et moi je voudrais parler de surcote, parce que pour ceux qui travaillaient plus, il y avait une surcote, et passer de 62 à 64, ça va également faire baisser la surcote. Donc c'est également une baisse. Et ensuite une question, le gouvernement nous bassine avec l'augmentation des retraites minimum à 1 200 € brut. Et la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas juste pour être au-dessus du minimum vieillesse? Peut-être que les gens viennent là en fait. Ça marche, il n'y a rien à débrancher, tout va bien. Voilà. Bon, merci à toutes et à tous pour ces brillantes interventions. Moi, j'ai simplement quelque chose à dire par rapport au 31. Si tous les gens que vous connaissez, qui sont déjà allés à la manifestation le 19 janvier, il faut leur dire à tous qu'ils amènent tous 1 ou 2 personnes, et non pas être 2 millions dans la rue. On sera peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6, et là on risque de les faire céder. Voilà, et on va aller vers la crise de régime si on arrive à faire... Non. Voilà, si on arrive à bien remplir les rues, je pense que la crise de régime, on va l'avoir au mois de mars, avril, et effectivement peut-être des législatives où on peut sortir vainqueur. Voilà, merci. Est-ce que vous voulez bien vous déplacer parce qu'on va avoir un problème de fil de... Oui, je voudrais dire, le 31 ne va pas régler la question, peut-être. Enfin, il y a des chances, même si on est 4 millions dans la rue. Je pense que c'est la grève et la grève dure qui peut régler la question. Et qu'à ce moment-là, il faut penser, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut alimenter les caisses de grève. Il faut que chacun puisse... voilà. Et c'est à ces conditions-là qu'on va gagner. Ils ne vont pas céder, là, le 31, même sur 3 millions dans la rue. Bonsoir. Donc, sur la question des caisses de grève, nous, on a une expérience en tant que Gilets jaunes. Lorsqu'on a libéré tous les péages, on faisait des caisses de solidarité. Et je pense que, sans avoir lu les articles du monde diplomatique, les Gilets jaunes, instinctivement, sont allés au péage parce que c'est le symbole de la soumission, de l'oppression du CAC 40. Donc, plutôt que de nous faire encore plus les poches, je pense qu'en suivant la tactique des Gilets jaunes, nous pouvons très bien obtenir 2 résultats. Un résultat idéologique, c'est-à-dire contre la privatisation. Nous, depuis 2019, on appelait, en tant que groupe des Gilets jaunes à Mérard, on appelait un appel national de la libération, pour les biens communs, de la libération des biens communs. Donc on obtient un objectif idéologique et un objectif pratique, celui de recueillir spontanément de l'argent que les gens nous donnaient. Donc, et ça élargit le champ du soutien. Les gens, on a quand même un gros obstacle au niveau idéologique. Hein. Les gens, ils sont un peu durs à comprendre. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que les médias, etc. Et justement, à ce propos, les médias, pourquoi ne pas faire la publicité des médias libres actuellement? Donc moi, je suis en train de monter une petite équipe d'affichage sauvage pour faire la publicité des médias libres, c'est-à-dire être positif, quoi. Donc les médias libres, il y a le média TV, il y a Reporter qui s'est mis dans la danse, etc. Donc de partout, faire des petites affiches, poubelles, etc. Ne pas rester dans la logique du pouvoir. Attaquer, quoi. Donner la parole au mur. Voilà, grosso modo. Pour ma part, je pense, malheureusement, ça fait, j'ai un grand âge, et ça fait, je n'ai pas compté, mais peut-être
80 manifestations auxquelles j'ai participé, j'ai bien peur que s'il n'y a pas blocage des raffineries et du transport, on pourra faire des tas de manifestations, et alors bien sûr avec caisse de grève au maximum pour essayer de les aider, de compenser leur salaire des jours de grève. Mais je pense que malheureusement Macron sera gagnant. Eh oui, non. Depuis le temps que je fais des manifs, chaque fois non, et puis chaque fois ça passe. Cette fois-ci, ça passera pas. Non, ça passera pas. Moi, je pense qu'en effet, il faut tout faire pour que surtout Macron ne gagne pas. Je fais partie d'un GA d'Avignon, je suis aussi militante du POI. On s'est battu contre la disparition du service public de Wallis Habitat. On a vu que c'est passé au privé. Ça, c'est vraiment une honte. J'espère que quand on aura gagné la bataille des retraites, on continuera la bataille pour remettre un service public de HLM dans le Vaucluse. Ensuite, ce que je remarque, c'est que, Hendrik, tu avais dit que tu allais faire une action envers les étudiants. Et d'après Mediapart, la police entre dans les facs et place en garde à vue des étudiants mobilisés sur les retraites. Je crois qu'il faut faire aussi une action envers les jeunes, et je pense que ce serait bien que tu viennes aussi à l'université d'Avignon. Oui, je suis d'accord avec le monsieur qui est habillé en rouge. Là, en effet, je pense que... excusez-moi, je suis un peu ému, j'ai pas trop l'habitude de parler en public. Comment ? Oui, je pense qu'en effet, s'il n'y a pas de contrainte économique imposée au gouvernement, à mon avis, on n'obtiendra rien du tout. Enfin, donc la contrainte économique, c'est ce que vous avez dit. Les transports qui se bloquent, des choses comme ça. Je suis ancien salarié de France Télécom. Je me suis battu contre la privatisation. Et en effet, ça nous a beaucoup pénalisés. Voilà. Maintenant, j'ai une autre question qui, j'espère, ne sort pas du compte. Enfin, c'est toujours un problème de retraite. J'ai été, en étant salarié à France Télécom, j'ai contribué j'ai cotisé une retraite complémentaire privée, enfin privée, semi-privée, parce qu'elle est quand même aidée par l'État, dans la mesure où la cotisation, elle est déductible des impôts. Ce truc-là, c'était le CREF, c'est devenu COREM, c'est maintenant UMR. Oui, je crois que c'est ça, UMR. Ce qui s'est passé, quand je cotisais, c'était une retraite par points. Donc c'est ce que Macron voudrait mettre en place. Du moins, c'est ce qu'il voulait mettre en place à un moment donné, la retraite à points. Et donc ce système-là, eh bien, depuis que je récupère ce que j'ai investi, donc la retraite, ça fait pendant 10 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'augmentait jamais. Et puis récemment, ça a même diminué. Il y a 2 ans de ça, on m'a dit « Ah ben non, la valeur du point, elle n'est pas très... c'est pas très performant, donc on vous diminue votre retraite d'à peu près 10 euros. » Enfin, je touchais 150 €, c'est tombé à 130 €, voilà, par mois. La question que j'ai à vous poser, monsieur le député, est-ce que vous pouvez, à l'Assemblée nationale, présenter une proposition de loi demandant à supprimer cette déduction fiscale concernant cet organisme? Parce que pour moi, c'est une escroquerie à laquelle nos enfants n'ont pas à contribuer. Ok. Bon, alors moi je salue l'initiative de la France Insoumise d'avoir organisé cette soirée.
et d'avoir invité d'autres partenaires de la NUP et le NPA, parce que nous avons effectivement besoin d'avancer unis dans cette bataille pour contrer le projet Macron de la réforme des retraites, mais pas que. Nous sommes dans un département où nous avons à convaincre les électeurs qui ont cru bien faire en confiant leurs intérêts au RN. Nous avons à les convaincre que c'est nous, la NUP, qui portons leurs intérêts et qui, dans la bataille et la victoire, je l'espère, contre la réforme des retraites, nous allons leur montrer que nous sommes capables de défendre leurs intérêts. Et puis aussi parce que cette union, la NUP, dans laquelle je crois, nous sommes la seule alternative possible de gouvernement. Donc nous devons gagner cette bataille des retraites pour mettre le pied dans la porte. Quand nous aurons gagné ça, effectivement, nous pourrons avancer vers d'autres victoires. Alors ce soir, déjà, c'est une belle soirée avec de belles interventions, mais je crois que le 11 février, il y a de nouveau un meeting qui va rassembler les forces de gauche. Alors ce soir, il y avait la France Insoumise, il y avait 3 partis frères, il y a plus le NPA, qui est, même s'il n'est pas dans la NUP, est un parti frère. Et donc je souhaite que le 11 février, il y ait les 10 partis qui, dans le département, sont représentés, enfin sont au sein de la NUP, et que nous puissions tous être sur la photo. Il faut que dans la presse et devant les électeurs et devant les citoyens, nous soyons tous unis dans cette bataille des retraites. Bonjour, donc je suis très heureuse de voir tout ce monde dans cette salle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu tout le monde uni comme ça. Ça a été une, je vais dire, moi je suis toujours communiste et ce que je reprochais, je vais dire très clairement, ce que je reprochais depuis des années à l'ensemble des partenaires de gauche, c'est de ne pas s'être réunis beaucoup plus tôt, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des petits pansements, on est dans une urgence sociale très grave. Et c'est de notre responsabilité. C'était de notre responsabilité, plutôt que d'avoir fait, et je le dis clairement, plutôt que d'avoir fait des guerres de clochers. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de voir que tous les partis peuvent être réunis, et j'espère que ça va continuer. Parce que moi, je suis aujourd'hui président d'une association épicerie sociale au Thor. Nous avons 450 familles qui sont adhérentes, et nous avons vu aujourd'hui, nous avons plus d'un tiers de ces familles qui sont des retraités. Plus d'un tiers. Bon. Je me rends compte également que même si nous avons des solutions comme la banque alimentaire ou des choses comme ça, nous n'avons plus les produits de base pour nourrir ces familles, pour que ces gens qui viennent chez nous puissent avoir au moins le panier de base pour repartir. Voilà. Alors évidemment, ils vont avoir des produits exceptionnels, du saumon comme pour les fêtes et tout ça, fait tout ce qui était que je considère comme superflu mais qui fait plaisir. Donc c'était bien qu'on les ait pour eux il y a quelques années. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'on n'a pas de pâtes, qu'on n'a pas de lait pour distribuer à des familles, je suis très inquiète. Et je suis très inquiète parce que vous dites nous allons gagner. Je l'espère. Je le souhaite. Mais n'oublions pas que si nous ne gagnons pas cette fois, tout de suite, mais je dis bien tout de suite, c'est la misère qui sera dans la rue. La misère qui sera dans la rue, ça sera la haine. On ne pourra plus rien organiser, plus rien faire. Ça sera la haine dans la rue, ça sera le racisme, ça sera tout ce qu'on peut avoir de plus mauvais
qui peut sortir de l'humanité. Et là, ça ne sera pas la NUPES qui sera au Parlement, ça sera le RN. Alors c'est aujourd'hui qu'il faut gagner, c'est aujourd'hui qu'il faut être dans la rue, c'est aujourd'hui qu'il faut faire les grèves dans les entreprises, c'est aujourd'hui qu'il faut soutenir les salariés pour qu'ils puissent faire grève, c'est aujourd'hui qu'il faut que les transporteurs soient dans la rue, et qu'aujourd'hui qu'on bloque tous les moyens qu'a l'État de prélever des impôts, je dis taxes, sur notre consommation. Mais c'est maintenant. Parce que si vous attendez 4 mois, ça sera, je vous dis, ça sera la révolte. Et ça sera la révolte des gens qui n'ont pas de pain. Voilà. Alors, je suis très heureuse qu'on en soit là aujourd'hui, mais il était largement temps. Oui, très brièvement, Hendrik, tu as cité Mélenchon, et une chose que j'ai retenue, c'est l'appel à continuer la lutte les samedis aussi. Voilà, pour moi c'est primordial, hein, et ça rejoint la logique des Gilets jaunes, parce qu'il y a énormément de gens, quand tu leur dis faire grève, moi mes enfants, etc., ils disent papa, moi je peux pas. Donc s'appuyer sur le samedi comme levier plus général, quoi, qui amène le maximum de gens. Voilà. La dernière. Ouais. J'intervenais suite à votre intervention là, par rapport à la situation de misère qui envahit la société, et sur aussi cette façon dont on se situe en disant si là on perd, c'est la fin, quoi. Donc je voudrais pas trop qu'on rentre aussi trop dans cette logique. L'objectif c'est de gagner. Moi je suis enseignant, je serai en grève, je serai dans la rue. Un peu plus de la moitié de mes collègues, malheureusement, j'arrive bien un peu plus, seront également dans la rue. On va essayer d'en aller de plus en plus. Il faut partir sur des grèves de plus en plus reconductibles. Il faut être solidaire avec ceux qui seront en première ligne sur ce combat. Mais si j'ai bien compris leur position, ils refusent maintenant les grèves par procuration, hein. Ils veulent vraiment que ça soit un mouvement qui soit d'ampleur. Mais ce que je veux dire, c'est que la lutte, elle est permanente. Elle est permanente et c'est des combats. Alors effectivement, s'il y avait une autre personne qui était intervenue, j'ai fait 80 grèves. Moi, j'en ai vu aussi beaucoup de manifestations. Même en 95, on croit que c'est une victoire. C'est en 95 que le budget de la sécurité sociale passe des mains des partenaires sociaux, enfin des syndicats, à l'État. Hein. C'est-à-dire c'est à ce moment-là où l'État reprend le budget de la sécurité sociale. Et ça a été aussi, à mes yeux, en 1995, une grande perte. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette logique-là, à mes yeux. Et je pense qu'il faudrait qu'on institue annuellement une journée de grève et de manifestation pour les retraites. Tous les ans, à une date anniversaire, le plus près possible du mois de mai, hein, on fait une grève massive de manifestations et de grèves pour dire ça, on y tient. Et il faut que ça soit dans la permanence. Enfin, je voulais terminer sur une phrase de Romain Rolland qui disait « Même sans espoir, la lutte, c'est l'espoir ». J'ai été coupée tout à l'heure, mais je suis désolée, je voulais le dire. Moi, j'ai 64 ans. Je dois aller jusqu'à 65 ans et 3 mois pour 1400 €. Donc, je suis dans la rue, mais ça, pour moi, c'est déjà joué, quoi. Ça me concerne pas, mais j'ai un enfant, voilà. Et ce que je dis, c'est, je suis infirmière, donc dans un truc où c'est vraiment difficile. Et je vois avancer la précarité, puisque je suis en pédopsychiatrie à Cavaillon, et il y a une misère noire, et il y a des enfants qui sont malades de la misère noire, pas de la psychiatrie, quoi.
Donc voilà, j'espère qu'on va gagner. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais revenir d'abord, c'est qu'on ne sait pas trop quelle est la lutte qui permet en général de gagner. On a vu avec les Gilets jaunes, ça a déconstruit une partie de nos façons de voir. Donc moi, je n'oppose pas les différentes luttes, les différents moments de mobilisation. Il faut des mobilisations dans la rue. Donc les retraites, ça peut être à la fois le samedi, ça peut être le jeudi. Il y a des grèves, il peut y avoir des occupations d'usines, des occupations de ronds-points, des occupations de fac. J'ai envie de dire, il faut faire feu de tout bois. Ça, c'est pas le problème. Par contre, je pense que les uns et les autres, on doit reprendre confiance dans le fait que chacun et chacune d'entre nous, pour ceux qui travaillent en tout cas, on est un rouage de l'économie. Non, il n'y a pas que, en gros, les salariés de la pétrochimie qui peuvent bloquer l'économie du pays. Les gaziers que j'ai rencontrés qui étaient en grève en mois de décembre, quand les gaziers s'y mettent, eux aussi ça fait mal. Quand les électriciens s'y mettent, ça fait mal. Quand les enseignants s'y mettent. Si les enseignants sont en grève massive, ça veut dire que les autres salariés ne peuvent pas travailler quand ils ont des enfants. Mais les gens qui sont dans les banques, quand ils ne travaillent pas et que les opérations ne sont pas faites, ça veut dire que leur patron ne bénéficie pas des opérations. Mais c'est pareil dans la logistique, c'est pareil dans la plupart des métiers. Donc non, il faut qu'on sorte de la grève par procuration. Il faut vraiment que tous les travailleurs qui reprennent confiance et qui se disent chacun d'entre nous on est important, y compris dans des services, y compris n'importe. Enfin voilà, il faut vraiment que cette confiance revienne et que la grève elle soit massive partout. Parce que ça, je crois que par contre, de croire qu'un secteur va porter les autres comme en 95, en 2003, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est faire reposer d'ailleurs sur une profession, sur une seule profession, beaucoup trop de poids. C'est pas possible. Et c'est pas possible pour une raison simple, c'est qu'en face, ils ont la répression. Ça m'amène au deuxième point. Si vraiment il y a un seul secteur, ils enverront, peut-être pas les chars, mais ils enverront au moins la police, ils en peuvent envoyer l'armée. Ça s'est vu dans d'autres pays. Donc s'il y a un seul secteur, c'est pas possible. Par contre, moi, ce que m'a appris les Gilets jaunes, c'est que quand c'est partout en France qu'il y a des ronds-points, et que ça se soulève partout, les gendarmes, ils quittent la gendarmerie. C'est ce qui s'est passé quand même, pas loin d'ici. Hein. La gendarmerie du péage, je sais plus. Les flics, quand les gilets jaunes sont arrivés, les flics de la gendarmerie d'à côté sont partis, ont laissé les armes, ils sont partis en courant. D'accord ? Quand ça pète, les préfectures ont été brûlées, vous l'avez vu. Bon, je dis pas qu'il faut faire ça, il n'y a pas des réseaux sociaux. Je dis juste qu'à un moment donné, quand vraiment ça se soulève dans tout le pays, même les forces de répression, elles ne peuvent pas faire. Hein. Donc il faut, et ça c'est ce que nous a appris les Gilets jaunes. Donc je pense que ça c'est assez important. Ne pas faire par procuration, croire que c'est le voisin qui va se battre pour vous, pas croire que c'est le voisin qui va appeler à la grève pour vous, croire que non, c'est vous là, tous et toutes. Et ceux qui sont retraités, c'est dans les si c'est pas dans les entreprises, c'est dans le quartier. Aller rencontrer les commerçants, aller discuter avec les uns, avec les autres. Et donc je pense que ça c'est important. Dernier point, pour pas être trop long, la solidarité peut s'exprimer par la caisse de grève. Je sais plus qui l'a dit. Sachez que c'est la fonction de la Première Internationale. Elle s'est créée comme ça. C'est une bande de gars, il y avait Marx dedans, ça ne nous rajeunit pas. Il y avait Marx dedans et ils se sont dit, tiens, on se réunit ensemble et la première chose qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à l'échelle internationale, ils étaient à Paris une soixantaine et la première chose qu'ils se sont dit, il y a des grèves dans tel endroit, et si on les aidait? Ils ont construit des caisses de grève. Et c'est comme ça qu'ils ont aidé des entreprises et puis les gens qui étaient en grève, du coup on se dit, tiens, ils sont sympas, eux, ils nous aident pendant la grève. Et du coup on va adhérer. Et c'est comme ça que c'est construit la Première Internationale. Et donc revenir à cette idée de la caisse de grève, que ceux qui peuvent contribuer à des caisses de grève, à y aider les grévistes qui eux peuvent pas tenir s'il n'y a pas la caisse de grève. Mais ça s'organise quartier par quartier, il faut connaître les usines. Bonduelle était en grève par exemple, je sais, dans le Nord-Est, il faut voir les usines qui peuvent être en grève dans le Vaucluse. Allez rencontrer les salariés, allez leur dire que s'ils sont en grève, on va vous aider, on peut vous aider, on organise la caisse de grève. Donc moi je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et évidemment, notre assurance vie dans tout ça, c'est notre unité politique. Je crois que les uns et les autres, on l'a dit. Il n'y a rien d'automatique en histoire. Hein. Donc, on va gagner, c'est de retrouver l'espoir. Parce que beaucoup, dans nos générations, on a eu beaucoup de batailles perdues depuis 95. On a eu le non en 2005, mais effectivement, on gagne, mais en même temps, ils se foutent de notre gueule et ils font quand même le traité.
Donc c'est assez démoralisant quand même. Donc je pense qu'il faut qu'on regagne le goût de l'espoir. Hein. Donc on va gagner, évidemment on ne sait pas si on va gagner, mais il faut faire comme si c'était possible. Et je pense que c'est possible. Bon, mais pour ça, il faut qu'on redonne confiance aux citoyens qu'il y ait une alternative politique. Et donc la NUPES est notre assurance vie. Et la NUPES est élargie à tous ceux qui veulent. Parce que s'il n'y a pas d'alternative politique, effectivement, les citoyens ont peur, et beaucoup avaient peur, y compris avant 2022. Moi, je me souviens, il y a des camarades de la CGT qui me disaient, de toute façon, la gauche ne peut pas gagner, et si on fait trop bouger le pays, le RN risque de gagner. Moi, j'ai entendu ça. Donc il faut qu'on retrouve la confiance qu'il y a bien une alternative politique, et que ce n'est pas le Rassemblement national qui peut gagner. Alors, si on perd celle-là, en tout cas, il faut gagner la suivante. Parce que ce que dit la copine est vrai. C'est que le temps est compté, là, aujourd'hui. On est dans les années 30, au ralenti ou pas, je sais pas, mais on est un peu dans les années 30. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, au Brésil avec Bolsonaro, y compris quand c'est une autre majorité, ils envahissent quand même le Congrès, etc. Ça sent pas bon quand même. En Israël, aujourd'hui. Il y a eu 36 en France. Oui, il y a eu 34. Et n'oublions pas quand même que 36 c'est possible, parce que 34 fait peur à tout le monde, et que l'union de la gauche et l'union syndicale, c'est l'alerte de 34 qui fait 36. Voilà. Et donc franchement, là c'est le moment, je pense, où on peut de nouveau gagner, à la fois socialement et politiquement. Donc vraiment, il faut absolument se bouger à partir maintenant, dès maintenant, pour que le 31, il y ait des grèves le plus largement possible, qui soient reconductibles partout dans le pays. Voilà. Oui, je voulais dire, suite aux différentes interventions, il y a quand même une bonne nouvelle de tout ce que vous avez dit. Il n'y a personne qui a posé une question technique sur la question de la retraite, si c'était finançable ou pas. C'est-à-dire qu'au moins, notre assemblée ce soir, elle aura permis de construire des éléments de réponse qui vous montrent que la question de la retraite, c'est pas une question de comptabilité, c'est une question de philosophie et de choix de société. Et ça, c'est une question qui n'est pas comptable, qui n'est pas économique, qui n'est pas financière, c'est une question éminemment politique dans laquelle chaque citoyenne et chaque citoyen peut dire son mot, essayer de comprendre, s'informer. Et ça, pour moi, c'est très positif. C'est à vous poser déjà la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et plus est-ce qu'on peut faire. Le deuxième truc que je veux dire, je pense qu'il faut y faire attention politiquement. Je partage tout ce que tu dis, notamment sur l'idée qu'on peut gagner, et on peut gagner d'autant plus que, si vous voulez, le rapport de force à l'Assemblée, il faut y insister dessus. Il y a toute une série de députés qui savent très bien que leur poste, leur fonction élective, dépend de ce qui se fait dans le pays, et qui vont y regarder à 2 fois avant de voter cette loi. Et donc, de fait, plus nous sommes nombreux dans les rues, plus le pays, là où c'est possible, il y a grève et blocage, ça va aussi peser sur la conscience des élus, sur le vote des élus. Troisième remarque, il y a quand même un domaine, alors après je parle peut-être que tu sais plus que moi là-dessus, mais je trouve qu'on a un élément faible, c'est vis-à-vis notamment des étudiants. Parce que les étudiants, ce qu'on a entendu ce soir, ils ne l'ont pas dans la tête. Dans la tête, ils ont l'idée qu'ils n'auront pas de retraite. Donc je pense qu'aussi, en tout cas moi je me mets à disposition, s'il faut intervenir dans les universités pour chercher à montrer en quoi la retraite, c'est pas un coût, c'est un investissement de la société pour elle-même, et que c'est une question politique et pas une question comptable et technique, je pense qu'il faut à tout prix le faire. Bon. Et se donner le moyen d'y arriver, d'engager en tout cas une discussion. Parce que les étudiants, quand j'ai été étudiant à la fac, on commençait déjà, Marx, j'ai eu 2 heures de cours sur 3 ans de fac. L'émancipation dans l'économie, c'est après la fac, hein, je vous le dis. Hein. Marxisme, je l'ai découvert après. Hein. Bon. Dernier point, puis j'arrête. Je pense qu'il est important de ne pas opposer les initiatives et les actions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en effet, alors là je partage complètement, demander une grève par procuration, demander à des professions de se mobiliser en notre nom.
Nous avons tous quelque chose que l'on peut faire. Tout simple, mais que l'on peut faire. Et n'oubliez jamais, comme ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, ce sont les petites actions militantes qui déclenchent les révolutions. Je vous remercie toutes et tous. Alors j'en profite pour les étudiants. Tu as raison, je pense que c'est très important. Il faut que la jeunesse s'en mêle. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait fait la journée du 21, la manifestation. Moi je dépose, et c'est pas anodin, une proposition de loi sur l'université et la recherche cette semaine. Et je pense effectivement qu'il va falloir aussi qu'on élargisse à un moment ou à un autre les revendications sur la vie chère, sur la jeunesse. Voilà. Mais ça c'est quand le mouvement, et c'est toujours ce qui se passe, en 95 ça s'est passé en 2003, quand le mouvement devient fort, les revendications s'élargissent, et à ce moment-là, la jeunesse s'en mêlera, et à ce moment-là, j'espère bien qu'on gagnera. On a eu une question sur la jeunesse, il a répondu Hendrik en partie sur le fait de venir à la fac d'Avignon. C'était une demande qu'il avait formulée en début de semaine quand on s'est rencontrés, il est vraiment pour ça. Peut-être que le camarade Fabrice se joindra à lui ce jour-là. Je vois qu'il est motivé. Voilà. Donc, merci à toutes et tous. Et on vous a préparé un petit apéro pour partager en fin de réunion. Et encore merci à nos partenaires d'être venus ce soir.